Est-ce qu'on prend quelques minutes pour des questions éventuelles dans l'assistance? Oui, il y en a deux. Là, c'est vraiment des gens très très courageux. Moi, je me lance alors. Vous n'avez pas parlé du V3 dans votre... celui-là, là, sur votre gauche. Je suis là sur votre gauche. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Pas grave. Oui, vous ne parlez pas de V3 dans votre démonstration de la technique de la poursuite à 3. Donc, ce serait clair pour la raison pour laquelle le V2 est en décalage. Pourquoi ce n'est pas aussi à pratiquer cette approche pour lancer le troisième coureur? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce que vous voulez, c'est le même paradigme que pour le 200 mètres, c'est-à-dire pour faire un bon 200 mètres, il faut rentrer vite et garder votre vitesse. Et c'est pareil pour la poursuite, c'est-à-dire qu'il faut rentrer vite et garder la vitesse. Et donc, la technique du décollé vous permet aux deux de rentrer vite. Mais le point, c'est qu'il faut que 3 garde sa vitesse. D'accord? Et si jamais vous demandez à 3 de faire un double décollé, ça veut dire que vous lui demandez de faire 3 tours à fond et il va perdre sa vitesse. Et donc, c'est ça qui est, que je trouve complètement fantastique. C'est-à-dire que cet agencement vous donne toute la dynamique de la course. C'est-à-dire que vous allez régler votre Formule 1 de façon à la fois à rentrer vite dans le deuxième tour, mais garder suffisamment d'énergie pour ne pas perdre sur le troisième. Et ça, c'est le sprint décollé, où un décolle et où 2 et 3 restent ensemble. Ouais, c'est fabuleux. En fait, c'est un peu comme tout, hein, c'est-à-dire, pour le voir, il faut le regarder longtemps, autant qu'eux pratiquent. Et au bout d'un moment, on se dit, ah ben non, c'est ça. Ouais, ils ont raison. Merci pour cette conférence. Je vous en prie. Et je voulais vous demander... Moi, je ne vous entends pas, par contre. Si j'ai entendu, je vous remercie pour la conférence. Il faut que je parle plus fort, là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Bon. Je voulais vous demander, vous avez dit que le podium des brevets était le même que le podium des médailles olympiques. Le podium des publications. Oui, des publications, des dépôts de brevets, j'avais compris. Non, ce n'est pas des brevets, non. Bon. Et qu'est-ce que vous faites des Russes? Parce que les Russes sont bien dans les premiers au niveau des médailles olympiques. Non, à Rio, non. Les Russes... Ils n'y étaient pas? Si, je pense qu'ils y étaient. Je ne sais pas s'ils étaient sous les couleurs de la Russie, parce que suivant les problèmes de dopage, ils sont soit ils concourent sur un étendard neutre, quoi. Je peux regarder, je me souviens plus ce qu'on avait fait. Oui, non, mais c'est d'accord. S'ils étaient sous truc neutre, ici, ils ne sont pas. Ok, c'est pour moi. Tchik, où sont les Russes? Ah, ben on m'a coupé le sifflet. Alors attendez, je pense que je peux... Oui, mais la Russie est 4. La Russie est 4 en termes de médailles, et sur le nombre de papiers, je ne les ai pas. Mais sur un médaille, ils étaient 4 à Rio. Et ils concouraient sur le pavillon russe. Et en paralympique, est-ce que je l'ai là? Paralympique, je ne les vois pas. Allez-y. Lors de ces épreuves avec 3 cyclistes, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de heurt entre eux? Parce qu'ils sont vraiment très proches. Alors, ça, c'est... Donc là, vous avez des gens qui s'entraînent 2 fois par jour. Parmi les coureurs, hein, ils sont vraiment très proches. Oui. En fait, ils roulent à quasiment 75 km/h à quelque chose comme... Donc, les Australiens, ils sont à 30 cm l'un de l'autre. Non, les Hollandais, pardon. Ce que je vous ai montré, eux, ils sont à 30 cm l'un de l'autre. Les Australiens, ça ne doit pas être beaucoup plus que ça. Non, c'est pas dangereux? Ah si, c'est très dangereux. Ah voilà, c'est ça que vous voulez. C'est très dangereux, et quand on mesure les puissances sur les athlètes français, ce qu'on voit, c'est que le contrôle coûte beaucoup. C'est-à-dire on voit beaucoup plus de fluctuations de puissance sur le relayeur que sur le démarreur, et beaucoup plus sur le finisseur que sur le relayeur, une fois que le relayeur est seul en tête. C'est-à-dire en tête, ils ne se posent pas de questions, ils vont à fond. Alors que quand ils sont derrière, il y a beaucoup de contrôle pour le point que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il y a un danger, et donc il y a beaucoup plus de fluctuations de puissance. Et donc un des points qu'on avait regardé, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas économiser de la puissance en se mettant, c'est-à-dire en relâchant un petit peu le contrôle, c'est-à-dire en prenant un petit peu plus de sécurité. Mais si jamais on prend un peu plus de sécurité, on perd en aéro. Et donc, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut faire attention. La perte en aéro,
elle ne diminue pas si vite que ça. C'est-à-dire elle diminue très vite si on n'est pas aligné. C'est-à-dire si jamais on se mésaligne, la perte est très importante. Mais en termes de distance, si jamais on reste bien aligné, ce qui est possible en restant sur la noire, ça varie en 1 sur racine de x. Donc ça varie quand même assez lentement. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Une Une question peut-être un peu plus prosaïque. Qu'est-ce qui se passe après 2024 pour les financements et tous ces beaux projets de recherche? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être appliqué à d'autres domaines que le sport de haut niveau? Est-ce que ça va continuer à être développé au niveau du sport? Qu'est-ce qu'on fait? Donc les projets, ils sont financés jusqu'à la fin de 2024. Ça veut dire qu'entre le moment où les Jeux se terminent et le 31 décembre 2024, il y a des financements pour écrire ce qui aura été fait et laisser un héritage, de façon à ce que, quand nous on est arrivés, il y avait des scientifiques qui avaient déjà travaillé, mais l'information se passait d'entraîneur en entraîneur, et puis au bout d'un moment, elle pouvait être oubliée. Et donc là, l'engagement, c'est de transférer tout le matériel qui a été fait aux fédérations et de leur apprendre à s'en servir, ce qui a déjà commencé à être fait pour la plupart des projets, et deux, d'avoir commencer une encyclopédie des recherches sur le sport élite. Les financements, donc au-delà de 2024, moi mon but c'est de créer une équipe de France de la recherche. Je trouve que ça aurait beaucoup de sens. Le point c'est qu'il faut veiller à son financement, comme vous le soulignez, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas de financement, elle ne vivra pas. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de la recherche, ça a du sens, c'est-à-dire on tombe sur des sujets qui sont très originaux et que l'on n'aurait pas vus si jamais on n'avait pas eu ce prisme du sport élite. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du sport santé, c'est très important, d'accord, on voit que le ruissellement dans la société, il peut exister, etc. Mais il faut quelque chose sur le sport élite, c'est-à-dire travailler sur les pistards, ça ne va pas ruisseler sur le commun des mortels, c'est pas vrai. Donc moi je veux bien vous dire qu'il va y avoir quelques trucs qui vont ruisseler, mais j'y crois à moitié, c'est-à-dire ça va être 5% des choses sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire investir sur le sport élite, une question que l'on peut se poser, c'est à qui ça profite le sport élite? Donc c'est une sorte de vitrine de l'État, et donc c'est bien que l'État, enfin en tout cas on voit que c'est loyal que l'État investisse, d'accord, puisqu'il attend à ce que les athlètes performent. Si jamais il y a 0 médaille lorsqu'on organise les Jeux à Paris, bon, mais la nation va se dire, c'est un peu comme quand on perd la Coupe du Monde de rugby chez nous, quoi. Il y a une douche froide. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire, ce qu'on voit aussi, c'est que le sport élite, c'est ceux qui en profitent beaucoup, c'est les annonceurs. C'est-à-dire, lorsqu'on passe de 20 millions de spectateurs quand la France joue à 6 millions de spectateurs quand elle est éliminée, mais les annonceurs, ils ne sont pas contents. Et donc, moi, ce qui me semblerait loyal, c'est que les résultats des Français profitent aux annonceurs. Les résultats des Français, ils ne se feront que s'il y a de la recherche qui est faite. Et donc, ce qui serait loyal, c'est qu'une partie de la taxe buffet que les annonceurs versent, disons, au gouvernement, fasse partie du financement. Moi, je ne demande pas un financement récurrent, c'est-à-dire qu'il faut être jugé à chaque Olympiade, est-ce que ça a servi, est-ce que ça n'a pas servi, mais qui est quelque chose de loyal qui s'installe pour financer cette recherche spécifique sur le sport élite. Et c'est ce que je définirais comme l'équipe de France de la recherche. Excusez-moi, je profite, c'est encore moi, désolé. Bon, juste un petit commentaire sur ce que vous venez de dire, je dirais que c'est très très bien, c'est même passionnant ce que vous faites. Et heureusement qu'on a les Jeux Olympiques en 2024. On peut aussi poser la question pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais en tout cas, soyons orientés sur 2024. En fait, j'avais une question pour revenir sur la natation et sur le tir à l'arc. Il y a pour moi la même méthodologie qui consiste à regarder on va dire la morphologie de l'athlète, sa force, et donc optimiser en fonction de sa morphologie le meilleur moment, soit de plonger et de ressortir, soit de lâcher la flèche, si j'ai bien compris. Moi, mon point, c'est le suivant, c'est que voilà, un athlète, c'est un être humain, donc il a forcément des variations dans sa morphologie, même si à un certain niveau, il la maintient, et aussi, vous l'avez un peu évoqué, une évolution dans sa forme, et puis après, il y a les éléments extérieurs qui peuvent jouer. Donc comment vous transmettez ça auprès vous êtes là pour modéliser, donc vous en discutez avec les entraîneurs. Est-ce que vous discutez avec les entraîneurs sur la façon dont eux cherchent à traduire ça pour que l'athlète soit le plus constant possible? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr.
En fait, moi je pense que ce qui est original dans les projets qui ont été faits et présentés, c'est que c'est des regards croisés, c'est-à-dire vous regardez le même objet, c'est-à-dire la performance d'un athlète donné, mais avec le regard croisé de l'entraîneur et du physicien. Chacun a ses outils, c'est-à-dire l'entraîneur, il connaît très bien son métier, il connaît très bien son athlète, et vous venez regarder le même objet, donc avec votre chronomètre, avec vos capteurs, et vous lui dites, c'est bizarre, parce que moi, cet athlète-là, quand je le fais tourner, quand je fais son jumeau numérique, disons que je le fais tourner dans le modèle, j'ai l'impression qu'il performerait mieux si ça. Et l'entraîneur vous dit, oui, mais ça, on l'a essayé, et ce qui se passe quand on fait ça, c'est ça. Et vous dites, ah oui, mais ça pour le coup, on ne l'avait pas pris en compte. Et donc, vous complétez votre modèle. Et puis ensuite, vous revenez avec votre modèle un peu complet, et puis vous dites, ah mais lui, pour le coup, si jamais c'est vraiment ça qui se passe, il devrait être plus optimum là-dessus. Et vous dites, ah ben lui, ça pour le coup, on ne l'a jamais testé, et clac. Et donc, c'est comme ça que ça avance. Et c'est pour ça qu'on y est pas au quotidien, mais je vous disais, actuellement, oui, c'est entre 2-3 jours par semaine, parce qu'il y a un jour pour faire les mesures. Donc actuellement, on travaille beaucoup sur le lancement du 200 mètres. Et les 2 autres jours, c'est pour débriefer, pour dire ce qu'on a vu, et pour dire comment on prépare la séance d'après. Parce que qu'est-ce que c'est qui a marché dans ce qu'on avait testé, qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et chaque fois, c'est des échanges. Et c'est vraiment du réglage excessivement fin. Et dans ces réglages-là, il y a l'entraîneur qui juge, il est en discussion constante avec ses athlètes et qui juge de la forme. Est-ce que c'est le bon moment de faire ce test? Est-ce que là, on est en préparation d'une compétition qui est très importante, il faut arrêter les tests? Enfin, voilà. Ah oui. Et c'est pour ça que nous, notre porte d'entrée, c'est l'entraîneur. L'athlète, on y touche, c'est-à-dire on ne fait des rendus à l'athlète que si l'entraîneur nous dit c'est bon, ben, là vas-y. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, pour votre réponse aux questions. Je pense.